Donc, bonjour à vous ici, et je présume que je regarde là pour saluer les personnes qui sont à distance. Merci. J'espère que mes propos vont intéresser les trois groupes qui sont réunis ce soir. Je me sens très privilégiée. Quelque chose avant de commencer, j'ai pas l'habitude de faire des présentations comme ça. Moi, d'habitude, à cette heure-là, je suis plutôt rentrée chez moi, là. J'ai hâte que la dernière journée de la semaine se termine. Alors, je pense que j'ai probablement un peu trop de matériel. J'aime mieux trop que pas assez. Je vais peut-être demander à Margot de m'aider à surveiller le temps. Je peux passer plus rapidement sur certaines choses, quitte à y revenir pendant que, si vous avez des questions. Je vais garder du temps pour des questions. J'aime toujours cette période-là beaucoup. Je suis une littéraire de formation, Margot le dit, donc bac maîtrise doc il y a bien longtemps, en littérature, post-doc en histoire du livre et de les imprimés. Je n'ai jamais été chercheur au sein du milieu universitaire. Je suis sortie de la carrière académique pour entrer au sein d'une société d'État. Et d'une chose à l'autre, je suis devenue gestionnaire. Ça va faire bientôt 20 ans. Et c'est une réelle passion pour moi que de gérer des équipes. Et je dis souvent par ailleurs que sans mes études supérieures, d'un, maîtrise doc, postdoc, et sans mes études supérieures en littérature, je ne serais pas la gestionnaire que je suis. Alors, même si j'ai un parcours qui a l'air atypique, il y a beaucoup de choses qui, pour moi, font sens. Et j'utilise toutes les connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de ma vie. Alors, je suis plutôt habituée justement d'être dans des réunions où on interagit les uns avec les autres. Donc, je suis tout à fait prête à prendre des questions au fur et à mesure si vous en avez. Je comprends, Margot, que tu vas m'aider à... S'il y en a qui apparaissent, elles vont être à l'écran. Mais sinon, vous pouvez les réserver aussi pour la période de questions. J'essaie de suivre les consignes que tu me dis. C'est à peu près 25-30 minutes pour ma présentation pour vous laisser un 30 minutes de questions. Donc, quand ça fait une dizaine de minutes, peut-être tu peux m'aider à me circuler, à me positionner par rapport à où est-ce que je suis rendue. Voilà. Donc, l'édition savante en français au cœur des priorités de la CRAS. J'ai un petit plan de présentation, donc 7 éléments, quelques informations générales sur l'ACFAS que vous connaissez peut-être, mais je suis à peu près certaine que vous ne connaissez pas tout ce qu'on fait. Deuxième point, pour placer mon propos, les inquiétudes de la communauté scientifique canadienne francophone. En discutant tantôt avec Margot, je lui demandais ce que vous aviez appris, quels avaient été les sujets de vos cours jusqu'à maintenant. Donc, moi, je me situe complètement ailleurs. Je vais vous parler d'un paysage d'application scientifique plus grand, de plus haut. Je vais vous amener sur la scène politique canadienne. Parler un peu du multilinguisme en recherche, je ne sais pas si vous l'avez fait. Sachez que je vous envie d'avoir une présentation avec Vincent Larivière dans à peu près un mois. Si vous ne l'avez jamais entendu, vous allez être ravis. Il est excellent, il est passionné, c'est le chercheur. Il m'a autorisé d'ailleurs à utiliser quelques-unes de ses diapos dans ma présentation. Ensuite, l'édition savante en français, quelques chiffres. Ça vient de Vincent. Je vais sauter le 3, paysage politique. La LLO, c'est la loi sur les langues officielles et le règlement de la partie 7, j'y reviens. Et à la fin, puis il faut qu'il me reste du temps, l'action de l'ACFAS en soutien à l'édition savante en français, avec une primeur que je vais vous dévoiler donc à la toute fin. Ça vous convient? Merci. Merci beaucoup. On a juste quelque chose. Les quoi? Les diapos ne se voient pas en ligne. Ah, les diapos. Bon, je peux parler de l'ACFAS. D'une part, vous précisez que l'ACFAS est un organisme à but non lucratif et je préciserai que j'ai une membre de mon conseil d'administration ici ce soir, la présence de Laura. Donc, on n'est pas un organisme gouvernemental, on n'est pas un ministère, on n'est pas un organisme paragouvernemental, on est une entité autonome. Je suis la direction générale, c'est une équipe de 18 personnes en m'incluant. Et mon patron, si je peux dire, c'est le conseil d'administration qui s'occupe de la gouvernance de l'organisation. Laurent en fait partie. Il y a 18 membres dans notre conseil d'administration, c'est énorme. 3 postes sur les 18 sont réservés à des membres qui représentent la relève en recherche. C'est à ce titre-là que Laura est là. Et là, tu termines ton premier mandat, je crois, vers le fil. Donc,
Organisation, conseil d'administration, l'équipe de la permanence. On est basé à Montréal. On a nos métros, nos bureaux juste à côté du CHUM, là, juste l'autre côté du fleuve. Important de préciser qu'on est non partisan et apolitique. Donc, nous, on n'a pas d'allégeance en faveur d'un parti politique ou d'un autre, peu importe que ce soit sur la scène provinciale ou la scène fédérale. Nous, en fait, on travaille au service d'une cause. C'est ça qui nous motive. Et par ailleurs, parce qu'il faut bien avoir on a besoin de financement. On travaille avec les gouvernements et avec les ministères en poste et au-delà des allégeances politiques, effectivement. Donc, on se tient, comme il va y avoir des élections fédérales ou provinciales à l'automne prochain, l'ACFAS ne va pas dire s'il faut voter, ne va pas dire à ses membres il faut voter pour tel parti. Ce n'est pas notre mission. On est vraiment à l'extérieur de ça, ce qui permet par ailleurs qu'on entretienne des relations, je dirais, assez bonnes et saines avec des intervenants de plusieurs partis aussi, et au provincial et au fédéral. Depuis, la classe a été fondée en 1923, donc on va avoir 103 ans en juin dernier. On a célébré en pompe pendant presque une année, plus qu'une année, les célébrations du 100e anniversaire de notre organisation. C'est déjà derrière nous. On a encore beaucoup de pain sur la planche pour la suite des choses. Un élément qui est moins connu généralement de l'ACFAS, c'est le fait que, oui, bon, on est basé à Montréal. Vous connaissez peut-être le congrès de l'ACFAS. On a une action importante sur la scène québécoise. On a aussi une action importante et de plus en plus importante sur la scène canadienne auprès des communautés francophones en situation minoritaire. Je vais y revenir quand je vais parler de la loi sur les langues officielles. Donc, on n'est pas que québécois. La preuve en est qu'on a 6 sections régionales officielles à travers le pays. On a une section je vais y aller d'ouest en est, une section en Alberta, une section en Alberta, à Saskatchewan, au Manitoba. On a 2 sections en Ontario, une dans le nord de l'Ontario, le Nouvel-Ontario, l'autre à Toronto. Et on a une section dans les Maritimes qui réunit les 4 provinces. Et certaines de ces sections-là, en fait, il y en a une, celle du Nouvel-Ontario, dans quelques semaines, va célébrer son 35e anniversaire. Donc, ce n'est pas nouveau dans l'histoire de la classe que d'être présent à l'extérieur du Québec sur la scène canadienne. En fait, ça a commencé dans les années 50, si je ne me trompe pas. Nous avons une place unique dans l'écosystème de la recherche. Ça, c'est la beauté de notre organisation. Je pense qu'il n'y a pas une journée comme DG où je ne me rappelle pas, c'est qu'on n'a pas de compétiteurs. Donc, on n'est pas en compétition contre personne. Nous, on fait la promotion, on crée un rassemblement pour les scientifiques qui travaillent en français à travers le pays, même sur la scène internationale. Et on travaille avec tout le monde qui veut travailler avec nous, si je peux dire. Donc, on est plutôt dans une relation. Souvent, je me dis qu'on est comme un agent de liaison. On met les gens, on met les organisations ensemble. La preuve en est, entre autres, qu'on a plus de 110 partenaires. Ça veut dire plus de 110 ententes de partenariat avec des modalités précises. Tous les partenaires ne sont pas des partenaires financiers, mais beaucoup le sont. Donc, on va chercher beaucoup de nos revenus avec des partenariats particuliers, par exemple avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère d'Économie, d'Innovation et de l'Énergie, parce que le financement de la recherche est dans ce ministère-là, au provincial, le ministère des Relations internationales, patrimoine canadien au fédéral. Donc, et je pense que le nombre de partenariats explique justement qu'il y a beaucoup d'organisations qui veulent travailler avec nous parce qu'on n'est pas confrontant, puis parce qu'on est plutôt aidant. Donc, c'est vraiment une position très, très particulière et très agréable à occuper. J'ai mis quoi après? Oui, j'ai mis l'équipe. Alors, je pense que c'est 18 personnes. Ça, c'est une photo qu'on a prise à la toute fin du dernier congrès. Premier, après, Ah oui, il n'y a pas de souci. Ah oui, on n'est peut-être pas... En fait, non, c'est juste qu'il faut que je... Il faut qu'on montre la belle photo. Il faut que je... Ça, c'est là pour moi. Normalement, là, c'est bon. Est-ce qu'à l'écran, vous voyez? Donc, ça, c'est mon équipe.
Photo récente, prise à la fin du dernier congrès. Donc, on était à l'École de technologie supérieure. Bon, on a un petit verre de vin, là. Il est rendu 5h30 le vendredi. On a commencé le congrès le lundi à 7h. Mais on est souriant parce que ça a été une très belle édition. Donc, voilà, la belle gang. Moyenne d'âge, une trentaine d'années. J'aime beaucoup. C'est extrêmement dynamique. On a vraiment beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Donc, la classe, c'est loin d'être juste moi. Loin d'être la gouvernance, nos membres du CA, c'est beaucoup, beaucoup cette belle gang. Ah ben oui, j'ai accroché là. Et on va refaire le partage. Et pour ça, il faut relancer le diaporama. Voilà. Qui n'a pas voulu. C'est bon, hein? Vous pouvez lire l'énoncé officiel de mission de l'organisation. Vous pourrez le lire. C'est bon, OK. Vraiment, je me limite à cette petite flèche. Donc, comme toute organisation, on a un plan stratégique. Ça prend ça dans la vie, surtout quand on fait des demandes de financement à des instances gouvernementales. On est dans un nouveau plan stratégique qu'on a dévoilé officiellement lors de notre Assemblée générale annuelle en mars, il y a presque un an, en fait. Nous, c'est des plans sur 5 ans. On se réserve le droit de peut-être amender ou ajuster le plan stratégique si jamais l'écosystème est traversé par une crise ou si jamais nous l'étions nous-mêmes. Vous avez à l'écran l'énoncé officiel de mission de notre organisation. Nous contribuons, la classe contribue à la valorisation de tout, des savoirs de recherche, des savoirs scientifiques. Ça, c'est très important. Nous, on travaille pas plus ou on ne croit pas plus aux sciences de la santé, aux sciences naturelles et génie, aux sciences humaines et sociales. Notre position, c'est de dire que tous les savoirs scientifiques sont utiles à l'avancement de la société, à des meilleures conditions pour les individus, etc. Donc, ça aussi, c'est une position assez unique parce que souvent, les regroupements dans le milieu universitaire vont être des regroupements disciplinaires ou de plus grands. Donc, nous, vraiment, on s'en va d'ailleurs là, à témoigner à Ottawa, à la Chambre des communes, avec mon président lundi. C'est toujours la première chose qu'on dit là. Nous, là, il n'y a pas de science meilleure que d'autres. C'est pas ça, c'est leur utilité. La recherche fondamentale, la recherche appliquée, tout est utile. Donc, c'est pour ça aussi que ça fait peut-être de nous, ça nous donne une position un peu particulière. Si jamais on a trop de temps, je vous amènerai voir notre beau plan stratégique, mais avec l'énoncé de mission, vous avez l'essentiel. J'oubliais de dire quand même, on est une association, donc on réunit des membres. Nous, notre membership, ce sont des individus, ce ne sont pas des organisations. Donc, c'est des gens comme vous. Bon an, mal an, on a 5 500, 6 000 membres dans notre organisation. Il y a 3 paliers de membres. Les membres étudiants avec une grille tarifaire différente, évidemment. Les membres étudiants, les membres piliers, c'est généralement les profs, et les membres alliés, qui sont des gens souvent qui vont être dans d'autres milieux communautaires. Donc, on représente une communauté d'à peu près 6 000 personnes. Majoritairement, je pense que c'est à peu près peut-être 70 de nos membres qui sont, dont l'adresse est au Québec. Une bonne partie au Canada, mais de plus en plus à l'international aussi, parce que je n'irai pas dans ce côté-là aujourd'hui. C'est moins en lien avec le cours, mais on a une action aussi sur la scène internationale. Ça va, je continue. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Non, c'est ça. C'est ça qui arrive. Là, si je fais ça, je me promène juste dans. OK, attends. Je sais, il faut juste que je me remette ici. Les inquiétudes de la communauté scientifique canadienne francophone. Moi, quand je suis arrivée à l'ACFAS, décembre 2019,
Il y avait un projet de recherche qui était en cours. Ma prédécesseur avait obtenu un financement du gouvernement fédéral de Mélanie Joly, que vous connaissez certainement, qui était alors ministre des Langues officielles. Donc, Hélène, ma prédécesseur, avait obtenu un financement pour faire une étude sur, documenter l'état des sciences et de la recherche en français au Québec, au Canada. On a travaillé avec 2 équipes de chercheurs, l'une, je vous le donne en mille, pilotée par Vincent Larivière, l'autre par Éric Forgue, qui est le directeur de l'IRCML, je ne saurais jamais, l'Institut de recherche sur les minorités linguistiques au Canada, je crois. Donc, pendant 2 ans, ils ont mené la recherche. C'est très intéressant. Moi, qui est pas une chercheure, mais qui vient du milieu universitaire, vous imaginez, un de mes premiers dossiers à la classe, c'est celui-là. Et donc, il y a une partie qui a été faite par Vincent, qui est une partie de bibliométrique, où c'est des chiffres, des constats, etc. L'autre partie, c'est un sondage qu'on a mené auprès de professeurs qui enseignent dans des universités partout sauf au Québec, parce que c'est vraiment, vraiment 2 réalités différentes que d'être prof ou chercheur dans une université au Québec, disons en français, et d'être prof dans une université à l'extérieur du Québec en francophonie minoritaire, c'est 2 réalités complètement différentes. Donc, le rapport documente ça. Il est sur notre site, voilà. Là, je suis à la bonne place. Oui. Quelques données probantes tirées du rapport. Je vais essayer juste de bouger ceci. Donc, les chercheurs d'expression française, on est en 2021, le chiffre date de 2020, c'était 65 000 chercheurs et chercheuses d'expression française au Canada, sans compter les étudiants et les étudiantes. Grosso modo, c'est encore à peu près la même chose aujourd'hui, 35 000 au Québec, quand même 30 000 répartis dans l'ensemble des autres provinces. Or, seulement de 5 à 12 des demandes de financement qui sont envoyées auprès des conseils subventionnaires, le CRSH, le CRSNG, les IRSC en santé, sont rédigées en français. Donc, il y a un écart là, qui nous interpelle. Comment ça se fait qu'on a 21 on a 65 000 chercheurs et qui représentent 21 puis finalement, tous ces chercheurs-là demandent des subventions à un moment donné ou à un autre, puis on a juste 5 à 12 Donc, il y a un écart dans le prorata. On va y revenir si vous voulez. Deuxième point sur les revues, parce que les revues savantes ont été documentées aussi. Les revues en anglais constituent la très forte majorité, au-delà de 90 depuis 2005, de l'ensemble des revues qui ont été créées au pays. Ce qui laisse évidemment très peu de place, et là on est depuis les années 60, ce qui laisse très peu de place à de nouvelles revues bilingues et encore moins en français. Ici, on parle bel et bien de revues savantes, là, hein, pas de revues culturelles. En fait, ça, c'est un chiffre qui fait mal quand même. Les revues en français ne représentent qu'environ 10 des revues qui ont été créées au Canada, dans les universités notamment, depuis les années 1960. Donc, ça fait un écart très, très important. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Je vais bien ici. Il y a d'ailleurs, avant que j'oublie, la même équipe de chercheurs, donc Vincent et compagnie, Éric Forgue et compagnie, ont obtenu un autre financement du gouvernement du Québec pour cette fois documenter les revues savantes en français à l'extérieur du Québec. Ils vont dévoiler bientôt les résultats de leur recherche, mais ça aussi, ça va être des données nouvelles certainement qui vont être très utiles dans le cadre de votre cours. Puis on s'entend que on y reviendra, mais vous savez peut-être que soutenir une revue ou diriger une revue savante en français, c'est tenir ça souvent à bout de bras là, avec de la broche. Il faut vraiment être très, très, très motivé. Ça va? Pour ça, je m'en vais sur la scène fédérale. Donc, on quitte le Québec. Pourquoi, en fait, je vous amène là? Je l'ai dit d'entrée de jeu, on a des sections régionales, on est très, très, très sensible, depuis notamment les résultats de l'étude parue en 2021, à la réalité de ce que c'est que de faire de la recherche en français quand on vit dans une province majoritairement anglophone.
voire bilingue, et même quand on est dans une université bilingue. En 2022, c'est toujours sous Mélanie Joly, il y a une consultation qui est faite pour moderniser la loi sur les langues officielles. Cette loi-là, donc, elle a été promulguée pour la première fois en 1969, donc ça fait là, plusieurs décennies dans le cas, révisée une première fois en 88, une deuxième en 2020, en 2005, donc ça faisait près de 20 ans qu'elle n'avait pas été retouchée, et c'est tout un processus, j'ai pu suivre ça de l'extérieur en quelque sorte, mais modifier une loi, c'est tout un processus, là. Ça ne se fait pas en quelques mois. Elle a fait l'objet de modifications importantes, donc en 2023, pour l'adapter, ça c'est tiré d'un site, là, aux réalités technologiques, sociodémographiques et juridiques de notre époque. En 2022, quand il y a modification d'une loi, ben, il doit y avoir une consultation auprès de la population, des organisations, etc. Donc, nous, on a été très présents, on a déposé des mémoires, etc. On a été témoignés dans des commissions parlementaires. Et je ne sais pas si je dirais à notre grande surprise, mais des fois, on est dans la bonne organisation au bon moment. Et c'est le cas à l'heure actuelle parce que le gouvernement de Justin Trudeau, c'est lui qui était au pouvoir à l'époque, a décidé deux éléments importants ont été ajoutés dans la loi qui nous donnent, dans le cadre de notre mission, un nouveau levier, je dirais complètement inattendu, juridique. Et quand je dis on a encore du pain sur la planche là, pour les prochaines années, on a un carré de sable qui est extraordinaire. Donc, la loi, elle est officiellement en vigueur depuis juin 2024. Je peux vous dire qu'il arrive fréquemment que quand on parle à des interlocuteurs dans des ministères au fédéral, ils ne savent pas. Parce que des lois qui se modernisent, ben, il y en a beaucoup. Et donc, une partie de notre travail, c'est de leur dire you, c'est le gouvernement, c'est le Parlement qui a adopté ça. Ce n'est pas nous qui l'avons demandé, c'est une loi qui est en place. Bon, ben voilà, si, ça a l'air de ça, c'est quand on va sur le site du gouvernement du gouvernement du Canada, là, ça a l'air de ça quand on veut lire le texte de loi. Deux choses importantes. On se réfère surtout dans notre cas à la partie 7, qui est la partie où il est question de ce qui s'appelle des mesures positives. Mesures positives, si on va à la lettre A, est-ce que c'est là que c'est avoir l'intention? Non, je pense que ça va être sur l'autre page, excusez-moi. Le passage en rouge, c'est moi qui ai mis ça, évidemment. Pour la première fois depuis 1969, dans la loi, il y a la reconnaissance du fait que le français et l'anglais, qui sont les deux langues officielles du Canada, ne sont pas égales au pays. En raison donc, le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique en raison de l'usage prédominant de l'anglais. Il faut s'imaginer qu'avant le texte de loi de 2023, ça disait le français et l'anglais sont égales au Canada. Ben, c'est faux. Hein? C'était faux. Il suffit de sortir du pays et de vouloir parler en français dans une province dans l'Ouest, puis on voit bien que c'est pas la réalité. Donc, c'était un geste politique important que de reconnaître l'écart, dans le fond, entre le français et l'anglais, et surtout d'introduire dans la partie 7 ce qui s'appelle des mesures positives, c'est-à-dire une fois que le gouvernement fait le constat qu'il y a une langue plus forte que l'autre, donc il y en a une plus faible, ben il réalise, en fait, il impose de soutenir la langue qui est plus faible, de l'empêcher de s'éteindre, de l'empêcher de continuer à décliner. Donc, il doit y avoir des mesures positives qui sont mises en place par les ministères et organismes pour toujours s'assurer que le français n'est pas pénalisé, et au contraire, pour inciter à reprendre, si je peux dire, du poil de la bête, pardonnez-moi l'expression. Donc, ça, c'est le premier élément de nouveau très, très, très important dans la nouvelle mouture de la loi. Le deuxième, c'est petit passage en bleu. Le passage est une nouveauté. Donc, les gouvernements peuvent notamment font des mesures qui comprennent d'autres mesures, etc. Le petit 4 en bas, là, ça aussi, ça, c'était pas là avant.
la loi de 2023. Donc, les mesures positives doivent appuyer la création et la diffusion d'informations en français qui contribuent à l'avancement des savoirs scientifiques dans toute discipline. Je vous accorde que la formule est boiteuse, un peu d'informations en français, mais ce qu'il faut se dire, c'est que avant, dans les autres versions de la loi, il n'y avait aucune mention des savoirs en français. Aucune mention des sciences, aucune mention conséquemment au fait que le français n'est pas égal à l'anglais, qu'il faut dorénavant que le Canada, ministère et organismes, s'engagent à soutenir les sciences et la recherche qui se fait en français, ce qui inclut les revues savantes, évidemment. Donc, c'est un levier nouveau que nous, qu'on a commencé déjà à marteler chaque fois qu'on va sur la scène fédérale. Et il y a une culture, il y a un changement qui devra se faire. Ça se fera effectivement sûrement pas rapidement parce que tout le monde résiste au changement de façon générale dans la vie. N'empêche que c'est une loi. Tout va bien? Quelle heure est-il? Je ne vois pas. OK. D'accord, parfait. Petite parenthèse sur le multilinguisme en recherche. Vincent va certainement vous en parler davantage. En fait, nous, on est dans le contexte d'un pays officiellement bilingue, français-anglais, c'est une loi, là, c'est pas l'ACFAS qui a déterminé ça. Et notre mission, c'est de soutenir le français et la recherche en français. Cela dit, notre position est plus large, est plus haute en quelque sorte. C'est de dire nous sommes en faveur du multilinguisme en recherche. Ce que ça veut dire, c'est que on se positionne pas contre, mais le phénomène qu'on appelle, vous en avez peut-être déjà parlé un peu, l'anglo-normativité. Vous allez voir des diapos tirés de Vincent. Presque toute la publication savante aujourd'hui, en 2026, se fait en anglais. Peu importe le pays, là. Ça a du bon, ça permet aux chercheurs d'échanger entre eux, mais ça a des effets pervers aussi. Le multilinguisme et l'initiative d'Helsinki, ce sont des chercheurs, des différents représentants enseignement supérieur recherche qui se réunissent et qui disent, ben là, il faut que ça change, là. On peut pas juste rester, comment je dirais, détaché ou naïf par rapport à ça. Donc, l'initiative d'Helsinki a été créée et on va lire un petit passage ici. Donc, le multilinguisme en recherche permet de continuer à mener des recherches pertinentes au niveau local, de créer de l'impact par la diffusion des résultats de la recherche dans sa propre langue, de valoriser la diversité des travaux scientifiques et d'interagir avec la société. Parce qu'effectivement, dépendamment de votre sujet de recherche, de votre champ disciplinaire et de votre sujet de recherche, il se peut que vous traitiez d'un sujet qui s'adonne à être international ou, comme dirait Vincent, si vous étudiez les photons puis les protons, ça ne change pas grand-chose que vous étudiez ça au Québec ou aux États-Unis. C'est une réalité qui existe en soi. Par contre, si vous voulez vous intéresser, peu importe, à un problème local, un enjeu local, le décrochage scolaire, la lutte contre la chose, bon, tout ce que vous pouvez imaginer, vous allez, et là, si vous voulez publier, souvent les chercheurs, les jeunes chercheurs d'aujourd'hui sont devant un choix difficile de dire, ben là, si tu veux avoir un bon CV, tu veux faire une carrière à l'université, tu devrais penser à publier en anglais parce que ça va avoir plus d'impact dans ton CV. Mais quand on est francophone, est-ce qu'on ne devrait pas avoir le droit de mener ses recherches en français puis de publier en français? C'est un choix qui devient par moments un choix identitaire, un choix politique presque. Donc, le multilinguisme, c'est ça, c'est de peu importe la langue d'un pays, il devrait y avoir des mesures
qui incite la communauté scientifique de ce pays-là à publier aussi, peut-être en anglais, mais à publier aussi dans sa langue, de sorte que, par exemple, quand on parle des données probantes, on veut que les données probantes des chercheurs nourrissent les politiques publiques qui sont faites par les gouvernements. Ben, est-ce qu'il faut juste lire tout le temps l'anglais pour être au courant des dernières découvertes? Si on veut juste, par exemple, ici, avoir une action, si les chercheurs d'ici veulent avoir une action sur les politiques publiques du Québec, ben peut-être que s'ils publient en français, ils ont peut-être plus de chances que ça se ramasse dans les cabinets. Puis c'est juste une question de logique, tout ça. Et c'est la même chose dans d'autres pays aussi. Donc, c'est pas une bataille contre l'anglais parce que de toute façon, on s'est rendu trop loin. Mais c'est vraiment comment je dirais, c'est un peu un cercle. La recherche publique, elle est financée par notre argent, hein, par vos impôts, mes impôts, par les impôts de mon organisation, la recherche publique. Si vous obtenez une bourse du Fonds de recherche du Québec ou du Conseil de recherche en sciences humaines et sociales du Canada, ben c'est notre argent, ça. Donc, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un retour sur investissement, en quelque sorte, auprès de la population qui paye la recherche? Nous, on dit oui. On dit que logiquement, il faudrait au moins il faudrait qu'il y ait une circularité là-dedans et qu'on puisse retourner à la société, aux décideurs, à des communautés de pratique, des savoirs dans la langue, dans le cas du Canada, dans l'une des deux langues officielles du pays. Ça va, je continue? OK. Quelques chiffres, là, vous allez les revoir, mais c'est juste pour vous montrer à quel point les travaux de Vincent sont chocs. Le nombre d'articles savants publiés à travers le monde, toutes disciplines confondues. Probablement qu'il va vous montrer une diapo plus à jour. Là, on arrêtait en 2024. C'est à peu près, c'est proche de 8 millions par année. Regardez l'évolution sur 20 ans. On recule à 2005, c'est 2 millions. C'est une croissance phénoménale. Et ce que dit Vincent, c'est, bien, il n'y a pas, c'est 4 fois à peu près, hein, disons 2 millions à 8 millions, mais il n'y a pas 4 fois plus de chercheurs dans le monde, là. Grosso modo, il y a le même nombre de chercheurs et de profs dans les universités. Donc, il y a une course à la publication. Publish or perish, là. Il y a vraiment une course effrénée à la publication. Et ça, ben voilà, ça c'est 1955 à 2019, il doit avoir une diapo plus à jour. Le bleu, ben, c'est le nombre d'articles selon la langue. Vous devinerez que le bleu, ben, c'est pas le français, puis c'est pas le portugais, puis c'est pas l'espagnol, c'est pas le finlandais, c'est l'anglais. Et vous voyez, bon, mon Dieu, le français est quoi en jaune? Ben, il suit la courbe régressif, je ne sais pas comment dire. En tout cas, ça diminue. Il suit le même mouvement que les autres langues. Donc, ce n'est pas juste le français qui perd du terrain sur la scène scientifique internationale, c'est les autres langues aussi, au bénéfice de l'anglais. J'en arrive à mon organisation. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à la phase pour soutenir l'édition savante en français, la publication savante en français? J'ai scindé ça en 2 ou 3 parties. On a des collaborations, on fait de la représentation, puis je vais vous parler rapidement en terminant des magazines que nous publions. Vous connaissez sans nul doute la plateforme Érudit. Vous devez aller régulièrement chercher des articles. En novembre 23, Érudit célébrait son 25e anniversaire quand même déjà. On s'est associé à Érudit pour tenir un symposium québécois des revues savantes. C'était très intéressant, c'était très dynamique. Les directeurs, directrices de revues avaient beaucoup de choses à dire. 1 an et demi plus tard, on l'a lancé au congrès en mai 2024, au congrès à Ottawa. Ça a donné lieu à une série de recommandations à destination des acteurs clés de l'écosystème de la recherche. Donc, il y a un rapport officiel qui a été publié qui liste les recommandations qui émanent des travaux qui ont été faits lors du symposium québécois à l'automne 2023. Ensuite, le réseau CIRCE. Je ne sais pas si vous en avez parlé peut-être un peu. C'est juin 24 qui a été créé, je crois, le réseau CIRCE. Donc, le gouvernement du Québec
sous l'égide notamment de Rémi Quirion, qui est notre scientifique en chef, pour encore quelques mois, parce qu'il va quitter après 15 ans à titre de scientifique en chef au Québec. Ça va être un gros changement, ça, dans notre milieu cette année. Rémi Quirion donc Rémi, le poste de scientifique en chef, c'est aussi le poste qui est la personne est le PDG du Fonds de recherche du Québec, donc chapeaute le financement des trois grands domaines de recherche. Et dans les dernières années, le Fonds de recherche du Québec s'est aussi positionné en faveur des sciences en français. Si vous allez sur leur site Internet, vous allez voir plusieurs éléments. Et Rémi, entre autres, est allé chercher, créer un financement de, je pense que c'est 5 millions de dollars sur 5 ans pour créer un réseau, une mutualisation des revues savantes en français au Québec. C'est finalement, c'est une équipe qui est basée notamment à l'Université de Montréal, qui a remporté le concours. Le réseau s'est nommé le réseau CIRCE. Donc, il mobilise le monde de la publication savante en français afin d'accompagner de manière concertée les revues scientifiques du Québec dans le passage vers un nouveau modèle de libre accès immédiat qui n'impose de frais ni à la publication ni à la lecture, le modèle Diamant. Donc, le réseau contribue à valoriser le rôle des revues scientifiques au sein de la société, etc. Donc, nous, à l'ACFAS, on a appuyer la candidature du regroupement qui s'appelait pas CIRCE à l'époque. Et j'ai-tu mis. OK. L'ACFAS a une place au sein du comité de direction élargi du réseau CIRCE. Donc, c'est intéressant parce qu'on est directement branché avec cette grosse équipe de recherche qui est partagée entre 4 pôles différents. Le pôle des revues, c'est la prof Anne-Marie Fortier qui est à l'Université Laval qui dirige le pôle des revues, le pôle plateforme en lien avec Érudit, évidemment, le pôle des bibliothèques, ça c'est très intéressant aussi, les bibliothèques ont un rôle majeur quand même dans le soutien et l'accompagnement à la fois pour mettre en valeur les revues scientifiques et pour les aider à exister, et le pôle découvrabilité avec la chaire de recherche du Québec, je vous le donne en mille, c'est Vincent Larivière qui est détenteur de cette chaire-là avec une collègue quand même, dont j'oublie le nom, qui est à l'université, qui est à l'UQAM. Donc, très beau réseau qui a un gros financement, mais pour lequel, à l'égard duquel il y a énormément d'attentes de la part des revues qui sont au Québec. Représentation. Avec le rapport qu'on a publié en 2021, avec les recommandations tirées du symposium avec Érudit, tout ça nous donne des outils, nous donne des données pour faire de la représentation auprès des gouvernements. J'ai mis ici quelques exemples. Le dernier mémoire qu'on a déposé, c'est l'année passée, c'est il y a 6 mois, en août 2025 au fédéral, auprès du Comité permanent des finances et les consultations pré-budgétaires en vue du budget. Et qu'est-ce qu'on a mis, entre autres? Laquelle je voulais lire? En fait, on est toujours en train de soutenir, de rappeler qu'il faut mettre plus d'argent pour les sciences en français, qu'il faut s'assurer qu'il y a une bonne représentation dans la gouvernance, etc. Mais 2024, des travaux sur la scène fédérale. Donc, notre première recommandation, c'est quoi? Donc, ça, sur la répartition du financement du gouvernement entre les établissements postsecondaires du Canada. Donc, comment l'argent de la recherche est partagé entre les différentes universités. Il y a plus de 115 universités au Canada, si je ne me trompe pas. Notre première recommandation, c'est qu'une partie des nouveaux investissements en recherche alloués aux 3 conseils soit réservée au soutien à la production et à la diffusion de résultats de recherche scientifique en français. Par diffusion, on sous-entend pas uniquement les revues, parce qu'on organise un gros congrès, vous savez peut-être, qui contribue à la diffusion des savoirs, mais ça sous-entend les revues aussi. Et
pour le budget 2024, là, on y était allé avec une recommandation directement en faveur d'Érudit, que le gouvernement fédéral garantisse la stabilité du financement d'Érudit en y accordant un budget bonifié à 5,5 millions de dollars, bon, etc. Évidemment, quand on fait ce genre de recommandations-là, on attache nos affaires avec la gang d'Érudit, on s'appuie, etc. Donc, 3 exemples de représentation que notre organisation fait. Et finalement, je pense que je vais être quand même pas mal dans les temps. Notre action du côté des publications. Alors, le magazine de l'ACFAS, je pense que ça vaut peut-être la peine que j'y aille, je vais vous le montrer. Donc, l'ACFAS a une tradition d'édition depuis plus de 50 ans. C'était des revues papier, un bulletin, des revues papier. On est passé au numérique, mais ça a toujours été dans le cœur des activités de l'ACFAS que de publier. Le magazine de l'ACFAS, ce n'est pas une revue savante. C'est plus un magazine de vulgarisation où on fait, par ailleurs, on donne notre espace à des chercheurs, des chercheuses qui viennent parler différemment de leurs recherches. Ça, c'est les statistiques de 2025. On est en train de préparer notre rapport annuel. Plus de 150 000 visites uniques, 125 articles publiés nouveaux en moyenne, c'est ça, chaque année, plus ou moins 100 auteurs, autrices. Les gens aiment bien publier dans notre magazine. C'est des articles courts, des fois, c'est des entretiens. C'est vraiment un très beau produit, si je puis dire. On a une chronique sur la découvrabilité en lien avec la chaire, les travaux, etc. Je serais contente que la gang de la chaire sur la découvrabilité des contenus scientifiques ait choisi notre magazine pour avoir une chronique de vulgarisation. Ibidem. Alors, Ibidem, là, c'est pas la première fois qu'on rend le titre public, mais c'est le retour au papier pour l'ACFAS. Donc, ça faisait quand même plus d'une décennie, certainement, plus que ça même, que le magazine n'était plus publié du tout en format papier. On a eu une réflexion tout au long l'hiver dernier en se disant est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, est-ce qu'on ne voudrait pas retourner au papier? D'une chose à l'autre, partie de mon équipe ont pris le dossier à bras-le-corps, ont fait une demande de financement auprès de la Fondation Trottier et oups, on l'a eu. Pas notre grand étonnement, mais tu ne sais jamais quand tu t'adresses à une fondation ce que ça va donner. Donc, tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Et on l'a eu, puis on s'est dit, ben là, on va le faire. Et donc, là, on est en septembre dernier et on avait pris l'engagement de sortir le premier numéro lors du congrès qui s'en vient. Je vais changer de diapo. Donc, où est-ce que je l'utilise? Le lancement du premier numéro. Le thème, c'est publier la recherche. C'est le thème qui a été choisi par l'équipe de rédaction. Va se faire le lundi midi, donc dans le cadre du 93e congrès de l'ACFAS. Donc, un numéro par année, ça coûte cher, hein, faire du papier, beaucoup plus cher que le numérique, sans abonnement, gratuit. Comité éditorial qui préside à l'élaboration de la table des matières, circulation pan-canadienne. On va faire tirer à 5 000 copies. On en apporte 3 500 copies au congrès, à moyenne 5 000 à 6 000 personnes au congrès, donc je pense que les exemplaires vont bien partir. On va distribuer les 1 500 autres à nos sections régionales, donc à travers le Canada, plus ou moins 100 pages. Et là, il faudrait que je sorte d'ici pour aller vous donner en primeur. Escape, où est-ce qu'il est? Tu m'as dit qu'il était ici. Oui, alors, présentation. On va le partager. Oui, OK. Possible. OK, voilà, je te laisse aller. Donc, il fallait tout créer. Au début, on pensait que ça serait le magazine de l'ACFAS, édition papier, puis d'une chose à l'autre, on a décidé de lui donner une personnalité. Oups, est-ce qu'il faut se connecter? Je vais fermer ça. Donc, je vais essayer de réduire l'écran. Puis, oui, en bas à droite. Je n'ai pas les bonnes lunettes, je suis vraiment désolée. Bon, je vais défiler, c'est juste qu'on va peut-être voir moins bien. Donc, on est
je vous dis là où on en est. Les textes, on a commandé, on a monté la table des matières, puis c'est pas moi, là, c'est vraiment la rédactrice en chef, l'équipe des coms et tout. Table des matières a été, le sujet a été trouvé cet automne, la table des matières, les invitations aux auteurs ont été faites avant Noël. On est en train, je pense que tous les textes sont entrés. L'édition est en cours et normalement, la graphiste commence le montage graphique en mars pour que ça parte à l'imprimerie, genre début avril. La signature graphique, elle émane de nous. On a une excellente directrice graphique, designer graphique à l'interne. Donc, c'est elle qui a conçu la maquette. Donc, écoutez, je n'arrive pas vraiment à déduire, mais je vous donne, voilà. Donc, ça, c'est des maquettes, là. Ça va ressembler, grosso modo, pour montrer un peu le look qu'on va donner à ce magazine qui va toujours, ce sont des articles courts, 800 mots, des articles de vulgarisation. Voilà. Voilà la liste des auteurs, autrices du premier numéro. Je suis bien contente, j'en fais partie. Il va y avoir un entretien avec Vincent Larivière aussi. Voilà, on a la liste des textes. Donc, on voulait aussi qu'il y ait des auteurs. Ben, en fait, Laura est là. Où est-ce Laura? Laura, voilà, ici. La relève et les revues savantes étudiantes. Donc, Laura parle d'une revue que vous avez créée à l'Université de Sherbrooke. On voulait couvrir la réalité franco-canadienne, francophonie minoritaire, comme on dit chez nous. Et puis, ben, graphiquement, ça va ressembler à ça. Et Joanne, notre chère Joanne, qui est la directrice, la rédactrice en chef du magazine virtuel depuis 22-23 ans. Et Joanne prend sa retraite cet été. Alors, on fait un article sur elle dans Ibidem pour mettre à l'honneur le magnifique travail qu'elle a fait dans l'entretien avec Joanne. Exposer les savoirs scientifiques, entretien avec Joanne Lebel. Je sais. Donc, voilà. Audrey Maude, quand même, rédactrice en chef. Ben, ça termine ma présentation.